tous, bienvenue dans En pleine forme, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Sur www.enpleineforme.net, vous nous avez posé 3 questions qui sont: comment vaincre la phobie des animaux, l'infidélité, est-ce que ça se traite? Et enfin, comment avoir un sourire éclatant? Pour y répondre, 3 spécialistes sont là. Alors tout d'abord, Anne-Frédérique Nahas, qui est sexologue. Bonjour. Bonjour Myriam. Ensuite, le docteur David Gutmann, qui est chirurgien-dentiste. Bonjour Myriam. Et enfin, Philippe Vernois, qui est spécialiste en hypnose et en PNL. Bonjour. Sans plus tarder, il faut être souriant, il faut avoir un beau sourire de nos jours. Nous allons commencer par la question sourire, la question facettes, qui nous vient de Eva, qui nous demande « Je voudrais faire poser des facettes sur mes dents. Est-ce la meilleure solution pour avoir un sourire éclatant ?» Alors c'est une bonne question. Effectivement, on va schématiser, pour avoir des belles dents, des dents blanches, il y a 3 possibilités. Première possibilité, c'est un détartrage. Ensuite, il y a le blanchiment. Et en dernière intention, on a les facettes. D'accord. Pour parler au début du détartrage, de toute façon, on ne pose pas facettes sans blanchiment et on ne fait pas le blanchiment sans détartrage. En premier lieu, toujours un détartrage. Le détartrage va redonner la couleur naturelle des dents. Le tartre, souvent, se met sur les dents, sur la gencive. Un détartrage 2 fois par an chez son dentiste. Une fois que le détartrage est fait, les dents vont retrouver leur couleur naturelle. Si la couleur naturelle était plutôt claire, le patient aura les dents plutôt claires. D'accord. Si les dents naturelles étaient plutôt jaunes, comme ça peut arriver, le patient gardera ses dents jaunes. Après, il y a 2 possibilités. Soit on va vers le blanchiment, soit on va vers les facettes. Le blanchiment, pour schématiser, c'est un traitement de surface de la dent. On va appliquer un acide, de l'acide du peroxyde d'hydrogène à 6% sur les dents, sur la surface des dents, ce qui va un petit peu éclaircir les dents. Il ne faut pas penser... Est-ce que cet acide n'est pas nocif justement pour les dents? Alors non, justement pas, d'autant plus que maintenant les nouvelles normes imposent 6% maximum de concentration. Donc de toute façon, il n'y aura pas de nocivité, d'autant plus que la concentration ne peut pas aller au-delà de 6%. Un blanchiment n'est pas un blanchiment en soi-même. Au cabinet, on appelle ça un éclaircissement dentaire. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'avec un blanchiment, le patient va sortir avec des dents blanches. Non, ce n'est pas vrai. Un blanchiment va augmenter la teinte de la dent d'1 degré, de 2 degrés, de quelques degrés. Mais un patient qui a des dents jaunes restera avec des dents jaunes. Il est condamné en fait. Il est condamné, il y a voilà. aucun espoir Alors pour lui. effectivement, les dents vont être un petit peu éclaircies, mais il ne faut pas s'imaginer qu'un blanchiment va blanchir les dents. D'accord. Si le patient, si la personne qui pose cette question veut des facettes, effectivement, là, on peut atteindre un degré de blancheur optimum. On veut tous un sourire de star. Pour avoir le sourire de star, la seule solution, ce sont les facettes. Il y a 2 types de facettes. Alors, il y a des facettes, on va dire, classiques, où on va retoucher un petit peu la surface de la dent, on va un petit peu limer l'émail, et on va mettre par-dessus un plaquage, donc la facette en porcelaine. D'accord. Les nouvelles facettes, maintenant, les facettes de nouvelle génération sont, allez, on va dire comme des faux ongles, c'est-à-dire qu'on va, sans toucher à la dent, mettre le plaquage en porcelaine sur la dent. L'avantage de ces facettes-là, c'est que la dent ne sera pas abîmée du tout. Aucune douleur, donc il n'y a pas d'anesthésie au cabinet. On met le plaquage sur la dent, et là, effectivement, on peut atteindre un degré de blancheur tel que l'on souhaite. Mais concrètement, c'est comme de petites étiquettes qu'on colle sur les Alors dents? non, du tout. Donc concrètement, on va parler encore une fois des facettes de nouvelle génération, des facettes où on ne touche pas la dent. Une facette, c'est rigide. C'est une épaisseur de 0,3 mm, donc c'est très très fin, et c'est collé sur la dent. Donc c'est collé de façon, encore une fois, sans douleur, sans anesthésie. Ce n'est pas une étiquette, il ne faut pas s'imaginer, c'est une étiquette que l'on colle sur la dent, c'est rigide, et c'est adapté à chaque patient. Donc on va au départ prendre une empreinte du patient, la facette est fabriquée au laboratoire, elle revient quelques semaines après, elle est adaptée vraiment à la forme du patient, et avec ces facettes-là, la blancheur sera optimum. Et combien de temps ça dure et combien ça coûte aussi? Donc d'abord, concernant le passage au cabinet, donc il y a 2 séances. Première séance qui dure à peu près une petite heure pour faire l'empreinte. J'insiste, sans douleur, puisqu'il n'y a pas de retouche de la dent. La deuxième séance tient à peu près une petite heure également. Également sans douleur, pas d'anesthésie. Le patient repart avec ses facettes collées sur les dents. Concernant le tarif, là par contre, c'est à voir avec le praticien. Il est important de dire que le tarif, quel que soit le praticien, ne sera pas remboursé par la Sécurité sociale, puisque c'est un traitement esthétique, mais c'est le seul moyen pour avoir vraiment les dents telles que l'on souhaite. Contrairement au détartrage, qui est un traitement de base, ou au blanchiment, qui n'est que superficiel. D'accord, alors qu'est-ce que vous me conseillez? Un détartrage, un blanchiment ou des facettes? Ah, vous avez un beau sourire.
Mais alors justement, comme vous avez un beau sourire, déjà toujours commencer par un détartrage, quoi qu'il arrive. Comme je l'ai dit au début, on ne fait pas de blanchiment ou de facettes sans détartrage. Le conseil que je peux vous donner, puisque vous avez des très belles dents, c'est de garder vos belles dents. Et me brosser les dents, tout De simplement. vous brosser les dents, de On va garder vos prévenir. belles dents et d'aller chez le dentiste 2 fois par an. D'accord, très bien. Sans transition, on va passer aux animaux. Et là, la phobie des animaux, les Français adorent les chiens, adorent les animaux domestiques, mais certains en ont peur. C'est justement le cas de Manuela, qui est mère de famille et qui dit que ses enfants veulent un chien, mais malheureusement, elle a la phobie des animaux. Elle aimerait leur faire plaisir, mais elle a un gros problème là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut y remédier facilement. Sans hypnose, juste en PNL, on va y remédier facilement. Nos phobies viennent de souvenirs traumatiques. On a vécu une agression D'accord. Alors, canine. juste avant, quelle est la différence entre PNL et hypnose? Alors la PNL, c'est la définition. Programmation neurolinguistique, on va travailler de manière consciente. On va utiliser la façon dont notre cerveau encode l'information, globalement. D'accord. C'est une grosse caisse à outils dans laquelle on a beaucoup d'outils qui nous permettent d'intervenir au niveau émotionnel, au niveau comportemental ou au niveau encodage. Et là, c'est plutôt ça que l'on va utiliser. D'accord. On va plutôt intervenir sur, d'abord, trouver le souvenir traumatique chez la personne. Quel est l'événement qui a créé la phobie? Ça peut être une agression par un chien étant enfant, quelque chose comme ça. Des fois, ça peut être un peu long. On peut passer entre un quart d'heure et une séance pour identifier cet événement-là. Une fois qu'on a cet événement, il y a aussi le cas où on ne peut pas y avoir accès, on va reconstituer à ce moment-là un événement. Une fois qu'on a cet événement-là, on va à ce moment-là faire revivre l'événement à la personne plusieurs fois. D'accord. Mais de Pour la manière- désensibiliser, en fait. Vous la désensibiliser, mais de manière à dissocier, de manière à ce qu'il n'y ait pas de charge émotionnelle dessus. Parce que ce qui pose problème, ce n'est pas le souvenir, mais la charge émotionnelle liée au souvenir. Donc cette émotion-là, il faut la débrancher quelque part, un peu comme on débrancherait un câble d'une prise. On va débrancher l'émotion du souvenir. Et avec une technique qui est un petit peu longue, qui va quand même durer une bonne heure, on va dire, on va amener, alors le sujet n'est pas en souffrance du tout pendant ce temps-là, on va amener à restituer le souvenir pleinement, mais sans aucune émotion. Il deviendra neutre. Et du coup, la phobie aura disparu. Il n'y aura plus de phobie. Alors ça marche pour toutes les phobies. Phobie des animaux, phobie des ascenseurs ou tout type de phobie. Je vous interromps. Est-ce que ça marche pour la phobie du dentiste, justement? Oui, aussi. Ah ben voilà, Aussi. très bien, très bien. Alors, vous pourriez peut-être faire un cabinet ensemble, le dentiste et le spécialiste en PNL, pour désensibiliser les gens face à la phobie des dentistes. Ça marche très très bien. Et même en hypnose, le traitement des phobies, qui Absolument. est assez similaire en Tout à hypnose, fait. fonctionne très bien sur la phobie des Absolument. dentistes. On pourrait surtout imaginer de transmettre le bruit de la fraise qui fait tant peur aux Français et essayer de jouer sur ça. On peut. C'est quelquefois frustrant, parce que j'avais un sujet qui était venu me consulter pour une phobie du dentiste, justement, et qui, au début de la séance, juste le fait d'évoquer le siège du dentiste était terrorisé. Et à la fin de la séance, c'est très frustrant. On parlait de la roulette, du siège et de la séance qu'il allait super chez le dentiste et plus rien derrière. Alors, Justement, est-ce qu'on- je vous interromps, justement, souvent au cabinet, beaucoup de patients ne viennent pas au cabinet par peur du dentiste, justement par phobie du dentiste. Des patients viennent au cabinet parfois avec des dents très délabrées parce qu'ils n'ont pas vu un dentiste du fait de la phobie d'un mauvais souvenir, justement, dans les années passées. Une scène un petit peu violente, Oui, peut-être. par exemple, voilà. Écoutez, j'espère que Manuela va pouvoir adopter un chien et faire plaisir à ses enfants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'être la maîtresse d'un chien, c'est beaucoup moins compliqué qu'être la maîtresse d'un homme marié, que ça nous donne quelques difficultés. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir avec une personne anonyme, on comprendra pourquoi il n'a pas laissé son nom, qui a un problème d'infidélité et qui nous dit « J'ai la quarantaine, je ne peux pas m'empêcher d'être infidèle, c'est plus fort que moi. Je voudrais me stabiliser avec une femme et je n'y arrive pas. Que faire? Au secours !» Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que ça se traite, l'infidélité? Oui, ça se traite. Nombreuses sont les prétendues raisons à l'infidélité, comme la routine, les transgressions d'un interdit, besoin d'adrénaline. Et en réalité, ce sont des prétendues raisons qui poussent un homme à être infidèle, ou une femme d'ailleurs, et à répéter ce comportement tout en se sentant parfois coupable et sans sembler pouvoir y mettre fin. Alors,
il y a donc chez l'homme infidèle et qui ne souhaite pas l'être, un conflit intérieur, conflit qui peut être vu comme entre raison et passion. Plus simplement, je dirais que c'est certainement un conflit entre l'inconscient et le conscient, c'est-à-dire entre l'enfant intérieur que nous portons tous en nous et l'adulte que nous sommes devenus. Pourquoi ? Tout simplement parce que les relations amoureuses s'inscrivent directement dans le prolongement de nos premiers attachements, c'est-à-dire l'attachement de l'enfant à ses parents, et que le couple est le terrain privilégié où vont se rejouer tous les scénarios de l'enfance, et notamment l'attachement à la mère. Donc, la manière dont le petit garçon a été aimé par sa mère sera déterminante quant à sa fidélité ou infidélité future. Pourquoi ? Donc c'est dû à l'enfance en fait, c'est dû au rapport avec la mère, on est infidèle à cause de sa mère. En grande partie oui, parce que l'homme infidèle a tendance à confondre, l'homme tout court déjà a tendance à confondre la relation avec sa mère et la relation avec sa conjointe, bien souvent. C'est un transfert comme on dit en psychologie. Voilà. Et l'homme infidèle aura du mal à différencier souvent les époques et les protagonistes. Je vous donnerai 2 exemples pour clarifier, parmi tant d'autres. Dans le cas d'une mère qui a manqué à son enfant, d'une mère absente, eh bien, l'homme, à travers ces multiples aventures, cherche l'amour de cette femme. Mais évidemment, c'est le petit garçon en lui qui cherche cet amour-là, et donc il ne trouvera pas la réponse dans ses aventures. De même, en sens inverse, lorsqu'une mère a été trop présente, voire surprotectrice, eh bien, l'homme adulte aura tendance à tromper sa conjointe ou à quitter ses conjointes régulièrement, à fuir sa conjointe, et en réalité, c'est sa mère dont il cherche à se séparer. Donc, en thérapie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de redistribuer un peu les rôles, de remettre un petit peu les protagonistes à leur place, afin que l'homme puisse prendre conscience qu'il n'est plus cet enfant, que ses besoins de fuite ou ses demandes n'existent plus, et lui permettent de faire les véritables choix de l'adulte qu'il est devenu. Voilà. Maintenant, il y a une autre possibilité dans l'infidélité. Elle peut révéler aussi une carence encore plus profonde, une sorte de vide existentiel, une perte de sens à sa vie. Dans ce cas-là, l'infidélité est une mauvaise réponse à une très bonne question, puisqu'aucune femme ne saura répondre à cette question-là. C'est à travers un chemin vers soi, qu'on peut faire en thérapie, bien évidemment, que l'on va pouvoir se permettre de retrouver la personne qu'on était et dont on a un peu perdu en chemin à travers différentes attentes et projections auxquelles on a répondu au cours de sa vie. Donc en résumé, il y a plusieurs causes d'infidélité. En général, c'est dû à la mère, mais on peut traiter ça en psychothérapie. Je vous remercie. En tout cas, j'ai une personne qui est très fidèle sur le plateau. Il s'agit d'Oscar, mon co-animateur, que vous aurez le plaisir de retrouver lors des prochaines émissions. En attendant, je vous invite à laisser vos questions sur www.enpleineforme.net. N'hésitez pas, quelles que soient les questions de santé ou médicales ou paramédicales, nous serons là pour y répondre. Au revoir.